Sébastien Décimo, Jean-Philippe Aumasson, bonjour. Bienvenue à la FinTech Fair, premier podcast financier qui donne la parole aux acteurs et innovateurs de l'écosystème financier. Aujourd'hui, on va parler de Taurus, une FinTech. On est toujours content d'avoir une FinTech à la FinTech Fair. Avant de commencer, je vous laisse vous présenter. Bonjour, merci de nous avoir invités. Avec plaisir. Alors, je suis Jean-Philippe Aumasson, cofondateur et CSO pour Chief Security Officer de Taurus. Mon background, c'est la technologie et plus spécialement la sécurité et la cryptographie que je pratique depuis plus de 15 ans, même avant l'existence de la blockchain, bien avant Bitcoin. Et voilà, avant Taurus, j'ai eu un doctorat de l'EPFL en cryptographie. J'ai travaillé dans des grandes sociétés technologiques où j'ai fait donc, de la cryptographie, de la recherche en sécurité, du consulting et aussi beaucoup d'outreach, de présentation dans des conférences. Rien que ça. Voilà. Et vous ? En tout cas, merci beaucoup de nous avoir invités. Enchanté, c'est un plaisir. Sébastien. Merci. Je suis également un des cofondateurs chez Taurus. Je suis un ingénieur de formation EPFL en système de communication. J'ai travaillé comme ingénieur au Silicon Valley au départ. Et après, j'ai fait 20 ans dans le domaine de la finance, principalement dans des postes de direction, de type direction opérationnelle, en particulier dans des structures d'asset management et des hedge funds. Belle rencontre. Tout à fait, complémentaire. Vous avez aussi 2 autres cofondateurs, c'est bien ça ? C'est juste, on a 2 autres cofondateurs, donc on a Lamine Brahimi et Oren Olivier Puder. Donc Oren est avocat au barreau, donc c'est lui qui amène la compétence réglementaire et juridique qui est très important dans le monde de la FinTech, comme on aura l'occasion d'en parler par la suite. Et Lamine, lui qui est aussi un ingénieur, qui a travaillé aussi pendant 20 ans dans la finance, mais lui plus sur le côté banque privée, qui est aussi une compétence assez importante pour le déploiement de nos activités. Belle complémentarité dans l'équipe en tout cas, et ça se ressent dans vos activités au quotidien. On en parlera un peu plus. Avant de parler de ce que vous faites aujourd'hui, on va revenir un peu en arrière. Vous allez nous expliquer déjà comment vous vous êtes rencontrés et comment vous êtes arrivés à l'idée de créer Taurus. Je te laisse peut-être présenter la genèse du projet. Mais avec plaisir, voilà. Avec plaisir. Donc, on se connaît déjà depuis très longtemps avec certains, par exemple typiquement Lamine, pour donner un exemple, je le connais depuis plus de 20 ans, d'un point de vue privé et personnel. Et l'idée de Taurus, comment elle est arrivée ? C'est tout simplement, c'était en 2017, c'était en plein boom des crypto-monnaies d'ailleurs, alors sachant qu'il y a eu plusieurs booms. Hein. Et ce qu'on avait observé à ce moment-là, c'est qu'il y avait un intérêt très important de la place financière pour ce type d'actifs et de sous-jacents. D'un autre côté, ce qu'on avait aussi remarqué, c'est que la plupart des solutions qui existent aujourd'hui, qui existaient sur le marché en 2017, n'étaient pas selon les meilleurs standards institutionnels. Elles n'étaient pas créées pour satisfaire les besoins, par exemple, d'une institution professionnelle, d'une banque, d'une maison de titres, ce genre d'acteurs. Et nous, ce qui était très évident à ce moment-là pour nous, c'est qu'il y aurait ultimement ce qu'on appelle la convergence entre le monde des actifs numériques, tels qu'on les appelle, et le monde de la finance traditionnelle. C'est-à-dire que dans le futur, il n'y aurait pas seulement un monde où il y aurait les crypto-monnaies et les actifs numériques qui vont remplacer la finance traditionnelle. Et inversement, ce monde va continuer à coexister dans le futur. Donc du moment qu'il y a une thèse de convergence, c'était important pour nous. On s'est dit qu'il faut qu'on crée une FinTech qui permette d'offrir des solutions de haut standard qui répondent aux besoins d'une institution réglementée, etc. Et c'était ça l'idée de base de Taurus, c'est de se dire on aimerait créer une plateforme qui offre des solutions d'infrastructure de haute qualité à des acteurs sophistiqués dans le monde des actifs numériques. Pari réussi ? Alors on est au début du... So far so good. So far so good. Voilà. So far so good. Très good même. Voilà. Est-ce qu'on continue la petite histoire ? Vas-y. Aussi. Sur la partie aussi sécurité, JP, vas-y. Oui, et puis comment on en est arrivé à faire les produits qu'on a fait, les plateformes qu'on a fait. C'est-à-dire qu'au départ, la vision, c'était une place de marché réglementée, donc où les participants pourraient acheter et vendre des actifs tokenisés. Donc là, on ne parle pas d'une simple bourse de crypto-monnaies comme peut en avoir donc des très connus, où on achète des bitcoins ou des ethers, mais vraiment où on peut acheter des valeurs tokenisées et tout est vraiment réglementé au même titre qu'une bourse financière classique. Donc on voulait faire ça. Donc c'est une plateforme en ligne. Donc nécessairement, on traite des valeurs, on traite des crypto-actifs, comme on dit également. Donc il nous faut une sorte de coffre-fort électronique, donc une solution de stockage numérique où on stocke ces valeurs. Donc comme vous le savez sûrement, c'est pas comme de l'or où on a une brique d'or, des lingots d'or qu'on accumule. Stocker des valeurs digitales, plus on en a, plus on a de valeur. La quantité de choses stockées ne change pas. Ce qu'on stocke, c'est une clé cryptographique, donc qui doit rester secrète.
Et cette clé, on peut l'avoir comme la capacité à signer des chèques. Donc si on se fait voler cette clé, n'importe qui d'autre, enfin la personne qui l'a volée, pourra dépenser l'argent. Et si on perd cette clé, eh ben on perd l'argent, parce qu'on ne peut plus en avoir l'usufruit, on ne peut plus le dépenser. Donc voilà, il faut une solution technologique, informatique, avec du logiciel, du matériel, pour éviter de perdre ça et de se faire voler. On a cherché une solution, on a regardé plusieurs fournisseurs potentiels, et on n'a rien trouvé de satisfaisant. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, on va le faire nous-mêmes. Voilà. Donc c'est un petit peu ma spécialité, la sécurité. Donc c'était quelque chose de nouveau pour moi, super excitant. Et puis donc on l'a fait pour nous, on avait l'architecture, on était très contents. Et c'est au début de Taurus, donc on parle à plein d'acteurs financiers, à des banques, et puis un jour on parle à une banque zurichoise, et elle nous dit « Ah, nous aussi on cherche ça, d'ailleurs on a un RFP, regardez, qui est bientôt fini. Ah, vous avez l'air c'est bon, vous voulez pas rejoindre le RFP ?» Puis on est surpris, on dit « Écoutez, vous avez besoin de quelqu'un en plus ou pas ?» Et on n'avait même pas encore le produit déployé à ce moment-là. Et bon, pour la faire courte, on a participé au RFP, qui se terminait 2 semaines plus tard. On a été shortlistés, on a gagné le deal et c'était notre premier client. Mais même si au départ, le but, c'était pas d'en faire un produit. Et aujourd'hui, ce produit, donc, qui s'appelle Taurus Protect, le produit de custody, de stockage, c'est notre principale source de revenus et le produit, je pense mondialement aussi, un des 2 ou 3 plus reconnus. Bravo. Aujourd'hui, l'utilisation qu'on en fait, c'est vraiment au niveau de la sécurité. C'est vraiment assurer que l'utilisateur puisse garder ses informations et qu'en cas de vol, il n'y ait pas d'usurpation d'identité. Alors, on peut résumer ça comme ça ? Alors, effectivement, la sécurité, c'est le point crucial. Mm-hmm. Donc, on est une société technologique à orientation sécuritaire. Et le but, c'est vraiment de ne pas se le faire voler du tout. Idéalement. Voilà. Mais la grosse différence avec les solutions de custody ou ce qu'on appelle de wallet, de portefeuille sécurisé, il y a une grosse différence entre les solutions qu'un particulier va avoir. Donc, c'est quelque chose qui a peut-être un petit composant électronique qui est plus petit que cette tasse ou un logiciel sur votre machine. Quand vos clients sont des institutions financières, il y a beaucoup plus de critères à prendre en compte. D'une part, en termes de gouvernance, ce n'est pas un seul utilisateur, mais des groupes d'utilisateurs qui auront différents droits en termes de gouvernance. Donc, des personnes qui vont définir les règles de transaction, des personnes qui vont définir les transactions, d'autres personnes qui vont les approuver. Et tout ce process doit être sujet à des rapports d'audit, à des audit trails, donc des logs notamment, pour que les auditeurs puissent faire leur travail, donc pour qu'il y ait de la responsabilité, de l'accountability. Et enfin, quand on déploie ce composant donc chez une institution financière comme une banque privée, il y a tout ce qu'on appelle un petit peu la plomberie en termes de technologie pour que ce soit connecté à leur infrastructure IT, à leur protocole de réseau bancaire, à leur comptabilité interne. Donc ça va vraiment au-delà du stockage sécurisé d'une donnée. Vous avez évoqué tout à l'heure les clients institutionnels. Comment est-ce que ça a été reçu au début ? Est-ce qu'ils étaient contents ? Est-ce qu'ils avaient peur ? Est-ce qu'ils comprenaient peut-être pas trop ? Comment ça s'est passé ? Alors, je peux commencer. Ce qui est intéressant quand on développe un produit émergent dans le domaine de la fintech, comme dans d'autres domaines de la tech, c'est qu'au début, on n'est pas sur les mêmes segments de clientèle. Donc, les premiers clients qu'on a eus, c'était plutôt ce qu'on appelle des early adopters ou des innovators. Donc, c'était des gens qui nous ont approchés et qui connaissaient déjà ce qu'ils voulaient faire, qui avaient déjà une sensibilité, je dirais, très développée dans le domaine en particulier des crypto-monnaies. Donc, pour les approcher, là, c'était plutôt le critère de sélection. Ils connaissaient déjà les problèmes dont parlait JP. Donc, pour eux, ils nous ont évalués surtout d'un point de vue sécurité, qualité de la solution et autres. Et aujourd'hui, on remarque déjà que le marché mature, étape par étape, année par année. Et aujourd'hui, on couvre tout le spectre de clientèle. C'est-à-dire que c'est plus seulement des early adopters, c'est des innovators. On a aujourd'hui des banques systémiques, des banques de petite et moyenne taille. Et donc là, déjà, la démarche commerciale et l'intérêt du client est différente. C'est des gens qui ont maintenant compris qu'ils aimeraient avoir ce type de solution parce qu'ils ont commencé à entendre, c'est rentré dans la tête des gens que potentiellement, s'ils veulent offrir des solutions de dépôt et de négoce de crypto-monnaie, ils auront besoin d'une solution de ce type-là. Donc, ils sont, je dirais, moins... Le critère sécurité est toujours très important, mais ils ont tout un processus maintenant de RFP beaucoup plus structuré, d'appel d'offres, comme pour tout autre type de prestataire d'ailleurs.
Donc c'est assez intéressant, c'est qu'on voit en continu une évolution de notre segment de clientèle, mais qui est d'un autre côté une bonne nouvelle pour nous parce que ça montre que l'industrie est en train de maturer. Vous avez les banques. Est-ce que vous avez d'autres types de clients aussi? Oui, on a différents types de clients. Donc bien entendu les banques, tout le spectre. Donc aujourd'hui on a des banques à la fois en Suisse, en Europe, maintenant on a même en Amérique. Des clients bancaires. On a également ce qu'on appelle des institutions financières non bancaires de type maison de titres, asset manager, gérants indépendants qui peuvent utiliser nos solutions. Et puis, on a même des plateformes de NFT qui sont également des gens qui, en fait, ils développent des produits et des services. Ça pourrait être aussi dans le Web3 ou d'autres. Et à un moment donné, ils ont besoin d'une solution qui leur permet, par exemple, de créer des NFT et de les sécuriser. Ils ont besoin d'une couche informatique pour le faire. Et Taurus est typiquement une solution pour faire ça. Et puis, c'est que quand on parle des banques, c'est pas uniquement un segment particulier de banques particulièrement innovatives ou vers les jeunes. C'est vraiment, comme disait Seb, donc tout le spectre, que ce soit des grosses banques systémiques, à des banques privées ou des banques cantonales. C'est vraiment un petit peu tous les profils aujourd'hui. Vous avez une offre de services assez large et assez variée. Les banques, quand elles viennent vers vous, qu'est-ce qu'elles demandent en général? Est-ce que c'est plutôt de la sécurité ou est-ce que c'est... Alors c'est qu'on en parlait ce matin, c'est que pour beaucoup de banques, c'est un nouveau monde avec des nouvelles technologies, de nouveaux process, de nouvelles réglementations. Donc il y a beaucoup d'accompagnement qui est fait et qui va au-delà de la pure intégration technologique. Donc, par exemple, une banque française avec laquelle on a travaillé, on les a beaucoup aidés pour faire leur demande à l'AMF, donc qui est l'organe réglementaire français. On les a aidés à établir des policiers internes, la formation pour l'utiliser, la gestion des risques. Donc, il y a beaucoup de choses vraiment à prendre en compte au-delà purement de ce qu'est blockchain. Les transactions, ça se passe différemment des transactions sur des bourses classiques. Et une chose toute bête, c'est que les bourses classiques, elles ont des horaires d'ouverture du lundi au vendredi. Les blockchains, elles n'ont pas d'horaire. C'est 24/7. Donc ça, c'est un truc un petit peu choquant au niveau des process. J'imagine que des fois, les banques viennent vers vous pour un certain service et en fait, elles se rendent compte qu'il leur faut bien plus que ce qu'elles étaient venues chercher au départ, je suppose. Je dirais, déjà, la manière dont nous, on positionne tout ça, la bonne nouvelle, c'est que nos solutions, c'est une solution intégrée qui permet à une banque de développer des produits et services dans le domaine des actifs numériques au sens large. D'accord ? Parce que qu'est-ce que veut faire la banque ? C'est qu'elle, ultimement, elle n'est pas là pour développer une solution informatique. C'est une institution financière. Son besoin à elle, c'est de créer des produits, d'essayer de les vendre à ses clients, de les distribuer à ses clients, de les packager, de les manufacturer. Donc ça, c'est son besoin. Et quand elle vient nous voir, elle se dit, j'ai besoin d'une couche qui permet de le faire le plus simple possible, qui s'intègre dans mon environnement informatique, je dirais, idéalement en un clic, mais la réalité, elle n'est pas comme ça. C'est un petit peu plus compliqué, comme toujours. Mais vraiment une solution. Et puis eux, ils aimeraient une solution idéalement qui leur permette de couvrir différents segments de produits. Ça peut être d'une manière très simplifiée, ce qu'on appelle, nous, les crypto-monnaies. Les titres et les actions tokenisées, on va y revenir par la suite, c'est un segment très important, ou les monnaies numériques. D'accord ? Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a des clients qui viennent vers nous et qui nous disent « Écoutez, moi, je veux développer des services, par exemple dans les crypto-monnaies, c'est pour faire des dépôts, offrir des produits structurés. » Il y en a certains qui nous disent « Non, on va quand même prendre les solutions de Taurus, ce n'est pas du tout pour les crypto-monnaies, c'est uniquement pour les titres tokenisés. » Ou certains qui disent « J'aimerais prendre l'entièreté du spectre de produits et services. » Et ce qui est unique dans notre solution, c'est qu'elle nous permet de gérer avec une seule solution tous ces produits à la demande. Et notamment, donc quand on parle de titres tokenisés, donc là on parle de titres financiers, que ce soit des actions dans des sociétés anonymes, des produits de dette ou des produits structurés, qui sont représentés sous forme de tokens. Mais c'est des produits qui existent déjà dans l'économie réelle. Et par rapport à ça, ce que Taurus permet aussi de faire, c'est de créer ce token. Donc, procéder à l'émission du token, de la création du token sur la blockchain, qui va représenter un actif que le client a sous contrôle. Vous avez annoncé il y a 2 jours sur LinkedIn une belle collaboration que vous avez fait avec 3 banques et 2 autres acteurs. Je pense que ça illustre assez bien tout ce que vous êtes en train d'expliquer. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus ? Alors, je peux commencer, puis je te laisserai les parties les plus techniques. Donc, c'est un projet qui a été développé sous l'égide de la CMTA, Capital Market Technology Association. Donc, c'est une association qui est basée sur la place Genevoise, dont Taurus est un des tout premiers membres.
Les membres fondateurs, donc il y a Liechtenstein, cette étude d'avocats très réputée. Il y a la Banque Swissquote, il y a les PFL qui participent aussi. Et aujourd'hui, la CMTA regroupe un très grand nombre d'acteurs de l'écosystème à l'intersection de la finance et de la technologie en Suisse, que ce soit des banques, des études d'avocats, des sociétés de technologie, mais qui ont tous vocation et intérêt à développer la numérisation de la finance. Donc, il y a plusieurs aspects. Il y a des streams technologiques et des streams plus juridiques. Par exemple, il y avait un stream sur un standard lié au process contre le blanchiment d'argent. Il y avait un stream lié à la sécurité des solutions de custody. Et donc, ce projet, c'était quelque chose qui impliquait 3 banques très, très connues. Et Taurus était donc un des acteurs principaux. Et le but était d'une part, donc, de créer un token qui représentait un produit structuré, donc qui était vraiment émis par ces banques qui ont suivi tout le process d'émission classique de ce type de produit. Et d'autre part, la plus grande innovation, à mon avis, c'est d'un point de vue technologique, qu'une fois que ce produit est tokenisé, on peut créer le Delivery versus Payment, ou DVP, on-chain. Donc c'est ce process par lequel l'échange entre la valeur tokenisée et une monnaie fiat, en l'occurrence le franc suisse, va être effectué de façon sécurisée. Donc où l'acheteur aura la garantie de recevoir son produit qu'on a payé et que le vendeur aura la garantie de recevoir l'argent. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé le DVP Non, c'est exactement ça. Je pense qu'une autre manière de le voir, c'est imaginer que vous avez acheté pour 1 million d'actions contre moi. On a le fameux problème maintenant, c'est vous achetez l'équivalent de 1 million de francs suisses en actions. Qui c'est qui envoie? Est-ce que vous m'envoyez le 1 million de francs suisses en premier, puis après je vous envoie les actions, ou est-ce que on fait l'inverse? Et ce que dit JP, c'est dans la finance traditionnelle, ça s'appelle la livraison contre paiement. Pour régler ce problème-là, on passe par un tiers de confiance, qui est typiquement en Suisse, ça s'appelle SIX-SIS, qui est le dépositaire central de titres, combiné aussi avec des schémas d'autres flux. Et c'est justement parce qu'on veut pas, je veux être sûr que si je vous envoie 1 million, vous disparaissez pas dans la nature, puis que je me retrouve, j'ai perdu 1 million, puis j'ai aucune action. Et tandis que grâce au dépositaire central de titres auquel on fait confiance, on arrive à faire ce genre de transactions dans la finance traditionnelle. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à émuler un tiers de confiance, c'est d'ailleurs le principe même de la blockchain, un tiers de confiance de ce type-là, sans avoir de tiers de confiance. C'est-à-dire que vous et moi, on peut s'envoyer, échanger des transactions financières de haute valeur en passant grâce à la blockchain et en utilisant entre autres ce qu'on appelle des contrats intelligents et des smart contracts. Et ça c'est un des grâles dans le domaine financier de la technologie qu'on déploie aujourd'hui. Et donc effectivement, comme Seb disait, l'outil clé, c'était ce smart contract, donc ces programmes qui sont exécutés sur une blockchain, donc en l'occurrence Ethereum, mais potentiellement d'autres plateformes. Et c'est ce smart contract qui va garantir qu'on obéira aux contraintes du DVP. Puis là, vous pouvez me dire, mais qu'est-ce que ça amène? Parce qu'on peut déjà le faire avec le tiers de confiance. Et le tiers de confiance, c'est SIX-SIS, il est réglementé, il est bien supervisé, et ça marche. Ce qui est intéressant ici, c'est que pas tout le monde peut avoir son action chez SIX-SIS. Si vous êtes une PME ou une petite société locale de l'économie locale, ou une société de croissance, dire que vous voulez avoir vos actions qui soient facilement échangeables entre des tiers, sans aucun risque, vous ne pouvez pas aller taper à la porte de SIX-SIS et dire voilà, j'aimerais mettre mon action chez vous, et ils vont vous dire non. Donc en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que ça vous permet à vous, typiquement en tant que société, de garder le contrôle et potentiellement de rendre vos titres facilement échangeables entre différents parties, de les mettre aussi sur des places de marché, on y reviendra par la suite comme celle de Taurus. Donc ça permet à tout le monde, même aux titres qui ne sont pas publics, d'accéder à ce type de transaction. Et c'est ça l'innovation qui est assez intéressante. Et alors là, dans le cas aussi qu'il y avait chez JP, vous pouvez me dire, mais là, vous m'avez parlé de 3 banques. Alors là, on parle de produits structurés. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que quand vous créez un produit structuré, de nouveau, pour rendre ce type échangeable, vous allez l'enregistrer sur ce qu'on appelle une dépositaire centrale et une bourse dans certains cas. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que vous gardez le contrôle en tant que banque sur tout le processus sans passer par ce tiers de confiance. Et vous arrivez de nouveau à donner les mêmes garanties de confiance en tant qu'écosystème. Écosystème, je pense que c'est vraiment le mot-clé. Écosystème, plateforme, et je trouve que c'est vraiment la beauté du Web3. Et c'est ce que je disais à JP en avant, c'est que je trouve que votre business model est vraiment incroyable à ce niveau-là, c'est que c'est vraiment cette notion de plateforme où on réunit dans un domaine hyper complexe plein d'acteurs différents, où on essaye de simplifier les choses au quotidien et surtout rendre accessible
à une petite PME. Vous aviez fait par exemple avec Tomato ou avec Coca ou d'autres petits acteurs où on rapproche finalement l'entreprise et le consommateur par différentes manières, à travers l'innovation finalement. Comment est-ce que c'est perçu, ce genre de projet? Est-ce que les différents acteurs rentrent facilement dans ce genre de projet ou est-ce qu'ils sont plutôt réticents? Je pense comme tout ce qui est nouveau, il y a ceux qui sont extrêmement enthousiastes, à tort ou à raison. Il y a ceux qui sont extrêmement conservateurs, à tort ou à raison. Et après, voilà, la loi du marché, la loi de la technologie fait que tout s'équilibre. Ça dépend aussi du profil de société, de leur motivation. Donc vous évoquiez les cas de tokenisation. Donc là, on parle de tokenisation d'actions de sociétés anonymes. Et pour les sociétés, quel est l'intérêt? Donc au-delà du côté marketing, allez cool, on fait de la blockchain. La motivation pour ces sociétés, souvent, c'est de se financer, de lever du capital auprès d'investisseurs qui ne sont pas des investisseurs classiques. Donc, ce n'est pas du private equity, ce n'est pas du listing sur la bourse SIX, par exemple. C'est typiquement des sociétés qui veulent lever des fonds peut-être auprès de leurs clients. Et il y a une différence avec le private equity, donc c'est des investisseurs de la retail qui n'ont pas l'habitude des process, qui ne vont pas aller voir leur avocat, leur notaire, remplir une convention d'actionnaire, qui veulent un truc facile, et ensuite qui auront des avantages différents d'un investisseur classique. Et qui veulent aussi utiliser des outils technologiques, aller sur un site, pas faire des choses compliquées. Donc tout le monde y trouve un avantage, et la société qui voit cette opportunité de tokenisation, pour elle c'est nouvelle, c'est pas une grosse banque, ils n'ont pas une grosse équipe IT, ils n'ont pas des équipes sécurité, donc ils veulent aussi quelque chose qui soit simple, qui soit rapide. Donc dans ce cas-là, Teos, on fait beaucoup aussi d'accompagnement, que ce soit donc au niveau de la communication, au niveau des process internes, au niveau du développement de la plateforme en ligne. Et pour l'instant, ça a été un assez grand succès et on a pas mal de demandes dans le pipe. Oui, c'est vrai que Tomato a fait une belle levée de fonds en moins de 24 heures. Alors c'est le problème avec... alors il y a Tomato et Pilote, donc Coca Brew, c'est public, on peut le citer. Il y a eu tellement de succès que je crois tout a été vendu, je crois en l'espace de 2 heures, n'est-ce pas? Non, même en 20 minutes. En 20 minutes. 20 minutes, voilà. Ça. Et après, des clients avaient mis des commentaires en disant « Ah, mais ça marche pas, je n'arrive pas à me connecter ». Oui, parce que c'est déjà terminé. Voilà. Donc, victime de son succès par moment. Et je pense que c'est intéressant, la tokenisation, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de la digitalisation. Oui. C'est uniquement ça. Donc, et ce qui est passionnant, c'est qu'une société, je réexplique peut-être, parce que c'est tellement... ça peut paraître, d'ailleurs, le terme peut paraître un peu barbare, mais la manière de le voir, c'est quand vous avez une société, par exemple, vous avez des actionnaires et des actions, vous aviez 2 options jusqu'à aujourd'hui, jusqu'avant la tokenisation. L'option numéro 1, c'était de dire, c'est des actions sous la forme de certificats papier, et ça, tout le monde a déjà vu, c'est même autant l'ancien temps, c'est des certificats d'action sous forme papier. Ça existe encore aujourd'hui, la plupart des PME ont des certificats d'action sous forme papier. C'est vrai ? Les actions au porteur aussi, moi ça se fait plus ça. Alors ça, c'est maintenant on ne peut plus le faire. Mais c'est juste, c'est exactement. Donc la plupart, c'est comme ça. Donc ça, c'est la première solution. Et ça, c'est si vous avez un seul actionnaire, et c'est lui le seul actionnaire, ça va très bien d'avoir une action qui est enfermée dans un coffre-fort, aucun problème. Mais si tout d'un coup, vous avez une logique où vous dites, tiens, je vais me financer, il va y avoir de la croissance, je veux permettre à mes actionnaires d'échanger ces actions, de les vendre entre eux ou auprès d'une communauté ou autre, ça devient compliqué parce que d'avoir un certificat d'action papier, il faut faire ce qu'on appelle un endossement, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher le certificat dans le coffre, il faut le signer avec une signature manuscrite, c'est pas un scan n'est pas suffisant et autres. En général, il faut faire ce qu'on appelle un share purchase agreement, qui est une convention d'achat entre les parties, passer potentiellement devant un notaire, avec une banque, parce qu'il va falloir virer le cash contre ça. Donc c'est pas pratique du tout. Et ça coûte cher. Et ça coûte cher en temps, en tout cas. Ça, c'est le point. Et donc, dès que vous avez un volume important, ça ne va pas fonctionner. Donc, l'option qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui dans le système traditionnel, c'était de dire, on peut prendre ces actions et on les met dans les livres d'une banque et le dépositaire central dont on a parlé auparavant. Et là, en fait, c'est des écritures qui sont passées par des banques. Mais comme on l'a dit, ce système-là, il n'est pas accessible à tout le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, il y a eu une innovation, c'est de se dire... Mais au lieu d'avoir une action papier pour une PME, est-ce qu'on ne peut pas avoir une action électronique? C'est la même action, on la met électronique. Puis après, la question, c'est de dire, elle est sur quel registre? Et la registre, dans ce cas-là, c'est une blockchain, comme par exemple la blockchain publique Ethereum. D'accord? Mais là, il y a eu aussi un problème. C'est que la question qu'il y avait en 2018 ou 2019 à ce sujet-là, parce que la blockchain existait déjà là, c'était de se dire, mais est-ce qu'un jeton
où une action enregistrée sur une blockchain est une action. Est-ce que la loi suisse reconnaît ce type d'instrument financier comme une véritable action? C'est-à-dire que si tout d'un coup quelqu'un détient le jeton d'une action de la société X, puis qu'il a un problème, et puis qu'il a envie de se retourner juridiquement contre la société, est-ce qu'il peut le faire, ou bien qu'on va lui dire non, vous n'avez jamais acheté une vraie action de la société? Et la Suisse, c'était pas clair. Et la beauté qu'il y a eu en Suisse, c'est que l'environnement politique a été très supportif, et il a permis de faire modifier la réglementation et la loi suisse, en particulier le Code des obligations, depuis le 1er février 2021. Et maintenant, dans la loi suisse, on dit formellement qu'une action d'une société, elle peut être représentée sous différentes formes, dont ce qu'on appelle en fait des droits-valeurs inscrits. Mais en fait, le droit-valeur inscrit, c'est le nom juridique d'un token d'une action ou d'une obligation d'une société. Et donc, si vous émettez une action et que vous décidez de la mettre sous cette forme-là, vous détenez une véritable action de la société. Ce qui paraît logique aujourd'hui. Des fois, on se dit c'est quand même incroyable que ces choses-là qu'on fait au quotidien prennent autant de temps à se faire au niveau légal, mais finalement, heureusement qu'elles se font. Mais c'est vrai que de se dire aujourd'hui une action, c'est une action. Qu'elle soit sous forme papier ou sous forme token ou autre, ça reste une action. C'est qu'il faut quand même prendre en compte les risques qu'il peut y avoir. Oui. C'est parfois une objection totalement légitime du point de vue extérieur. Quand on voit tous les hacks qu'il y a dans le monde de la blockchain, les risques, les cas de fraude, on dit « oh là là, c'est un problème ». Mais là aussi, la beauté de système de tokenisation, donc tel qu'il est autorisé par le droit suisse, c'est que si vous êtes un actionnaire et que vous avez des actions sous forme de token, donc il ne suffit pas de détenir le token au sens de « je détiens la clé ». Vous êtes également reconnu donc en tant que personne, vous êtes inscrit sur le registre des actionnaires, votre identité est vérifiée, et si vous veniez à perdre votre clé, ou à vous la faire voler, vous ne perdez pas votre action. Il y a des recours, des process pour entre guillemets, récupérer ces actions dont vous êtes le détenteur, en s'identifiant auprès de la société, en expliquant que vous avez perdu votre clé, et le token va être remis sur une nouvelle adresse que vous aurez créée. Enfin voilà, donc résumé, un petit peu les avantages des blockchains sans les risques. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous êtes inscrit à la FINMA? Non, pas pour ça. C'est pas pour ça? Non. Pour quelle raison? Alors, pour quelle raison? Alors, si on est juste fournisseur de technologie, si on fournit la tech à des banques, là, on n'a pas besoin d'être identifié, d'être licencié par la FINMA. En revanche, pour opérer la place de marché et pour être dépositaire, donc c'est-à-dire pour conserver l'argent de client, là, il nous faut une autorisation de la FINMA et on est soumis à des obligations en termes de sécurité, de responsabilité, de respect des lois. Et donc, c'est pour cette place de marché donc, qui s'appelle TDX, Terrorist Digital Exchange, qu'on a la licence de maison de titre, qui a pris quoi, 1 an? Tout à fait, un peu plus d'un an. Plus d'1 an à être... Et ça, c'est un point, comme l'avait dit JP, quand on a créé Taurus, on a dit on avait toujours créé cette place de marché. Parce qu'on avait identifié justement que les places de marché de type crypto-monnaie, les crypto-bourses, elles peuvent que organiser l'échange de crypto-monnaies parce qu'elles n'ont pas les licences réglementaires nécessaires pour accepter des titres, des valeurs mobilières et des instruments financiers complexes. D'accord ? Tandis que de l'autre côté, les bourses traditionnelles, elles ont le bon statut, mais elles n'étaient pas équipées pour se connecter au réseau blockchain et donc pour supporter des protocoles ouverts et ce genre de choses. Et donc TDX, c'est justement quelque chose qui est entre les deux. Ça ressemble à une bourse traditionnelle et à la fois en même temps une crypto-bourse. Et c'est simplement une place de marché totalement réglementée qui nous permet d'admettre au négoce tout type d'instruments financiers et d'actifs numériques, que ce soit des crypto-monnaies ou des actions digitales et autres, d'une manière totalement réglementée en Suisse. Et on est très content d'avoir pu déployer ça parce que c'est un des éléments aussi clés qu'on veut offrir à nos clients. Parce que si vous digitalisez une action, la digitaliser en tant que telle, si elle n'a pas vocation à être échangée, la digitalisation est somme toute pas très utile. Par contre, lorsque vous la digitalisez, ce qui devient intéressant, c'est qu'elle est facilement transférable d'une manière électronique en quelques clics. Et le next step, c'est-à-dire que là déjà j'ai digitalisé, à la limite on peut se l'acheter et la vendre entre nous facilement, mais le next step, c'est si vous commencez à vendre des actions numériques, c'est quand même mieux d'avoir une place de marché qui vous donne une certaine transparence sur la profondeur de marché, à combien vous pourriez la vendre, quelles ont été les transactions qui ont été effectuées auparavant. Et c'est exactement ce quoi TDX cherche à résoudre comme problème. Et puis ça contribue aussi à la facilité d'utilisation, parce que même si, alors on dit que c'est simple pour nous, on est technologues, on travaille là-dedans depuis des années, on sait gérer un wallet,
Mais je sais pas, pour mes parents, expliquer à ma mère qu'elle doit installer un truc sur son ordinateur, avoir un wallet, une clé privée, une clé publique, c'est incompréhensible. Donc c'est bien plus simple d'avoir un compte sur une plateforme, comme on a un compte bancaire ou un compte chez une bourse de crypto-monnaie. Et la plateforme donc s'occupera de stocker vos valeurs, donc vos bitcoins ou vos actions Magic Tomato ou autres. Donc sans que vous ayez à vous soucier de comment je fais mes backups de clés, etc. Et si vous perdez vos accès à Taurus, il y a un process pour les récupérer, vous nous appelez. Et puis, Ah, ça c'est bien. Voilà. Et c'est exactement ça. Ce qui est intéressant là, c'est que si on regarde le besoin, c'est pas qui est la blockchain ou pas derrière. C'est un peu comme Intel Inside. Oui, il y a la blockchain derrière, les registres distribués, mais ultimement, le client là, il cherche à acheter, vendre une action numérique. That's it. Ouais. C'est un peu comme une voiture électrique. Il y a une super technologie derrière, mais vous n'avez pas à comprendre comment fonctionne une batterie au lithium, comment fonctionne la circuiterie. Vous voulez juste une voiture qui avance. Exactement. Et ça, c'est important aussi pour l'adoption, parce que d'abord, il y a eu l'explosion dans ce domaine-là, dans le domaine des crypto-monnaies, et il y avait beaucoup de ce qu'on appelle des crypto-enthousiastes, qui sont ici des gens qui connaissent assez bien la tech ou qui aiment bien la tech, qui sont assez intéressés dans certains cas ou pas. Après, il y a les spéculateurs, bien sûr. Qui aiment bien l'argent. Voilà. Et ils sont rentrés, puis il fallait savoir un peu utiliser des wallets, ce genre de choses. Ouais. Et aujourd'hui, nous, on cherche plutôt à démocratiser l'accès au marché des capitaux, c'est-à-dire qu'on veut permettre à des sociétés locales de se financer auprès de la communauté. Et inversement, on veut permettre à la communauté d'investir de manière locale et responsable dans certains types de sociétés, d'une manière simple. Et on ne veut pas juste limiter l'accès à ce type d'opportunités à des gens qui connaissent bien la tech, qui adorent les wallets sur des solutions et tout. Donc on doit rendre la solution le plus simple possible. Ouais. Exact. Et puis c'est aussi très sain, parce que du fait qu'on est réglementé, donc on doit empêcher toute forme d'activité illégale, que ce soit du blanchiment d'argent, de la fraude, du pump and dump ou des abus de marché. Donc ça va faire que les projets qui sont tokenisés seront à l'abri de certains types d'activités qu'on retrouve dans des marchés non régulés. Et les investisseurs qui viendront devront s'identifier, devront être clean entre guillemets, et pourront pas faire de manipulation de marché comme on peut voir sur des choses où c'est vraiment le Far West. Exact. Donc, suite à cette discussion, il y a beaucoup d'aspects, vous faites beaucoup de choses. Si on dézoome un peu et qu'on se met du côté entreprise, consommateur et banque, ces trois utilisateurs qui viennent chez vous, quelles sont les plus-values? On est plus, je pense, la manière de se voir plus simple, c'est que nous, on est vraiment plus B2B plutôt que B2C. Donc pour nous, je pense qu'il faut vraiment partir plutôt des banques ou bien des sociétés. L'exemple de Tomato, la personne qui veut investir, elle passe par où? Alors elle passe directement avec Magic Tomato ou bien avec Coca. Nous, on a juste déployé notre solution. En fait, c'est une plateforme qui les aide à faire ce type de transactions par eux-mêmes. Ce n'est pas Taurus qui offre ce service. De nouveau, c'est de la solution technologique qu'on met à disposition de la... Voilà. Mais le cas où nos clients sont des individus, donc ce seraient des individus qui répondraient aux critères d'investisseurs qualifiés, qui peuvent créer un compte sur la plateforme TDX, qui pour l'instant n'accepte pas n'importe quel type d'individu. D'accord. Et ces personnes-là, une fois qu'elles sont sur la plateforme, elles ont comme plus-value pouvoir investir avec toute sécurité et de manière liquide auprès d'entreprises locales. Ça, c'est la plus-value qu'elles ont. Tout à fait. Et si elles perdent le wallet, les données, vous pouvez les refournir. Ce qui est rare. Voilà, ça fait qu'ils n'ont pas à gérer leur wallet eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de gérer ça. C'est Taurus qui est leur dépositaire. Voilà. Et maintenant, si je suis une entreprise locale, donc Tomato, Coca ou autre, la plus-value que vous ajoutez, c'est de pouvoir se mettre sur votre bourse, pouvoir rendre les shares liquides, en transparence et avec sécurité. C'est juste. Voilà. Et puis également de ne pas avoir à faire le boulot technologique eux-mêmes, de ne pas avoir à créer les outils, même si ce n'est pas nécessairement donc, la même chose que ce qu'on appelle vraiment une plateforme SaaS ou Managed Service. Là, vraiment, on fournit la technologie qui est déployée sur un data center à eux, sur un data center à nous. Mais voilà, on fournit ce service de gestion des actifs et aussi le service de connectivité à la blockchain. Où ça, c'est quelque chose qui est quand même assez coûteux en termes d'infrastructure IT. Donc, si vous voulez, c'est la gateway, l'intermédiaire entre l'utilisateur et le monde de la blockchain, qui demande des serveurs assez puissants et avec beaucoup de mémoire. Donc ça, c'est un service qu'on fournit aussi à tous nos clients. Et une manière de simplifier, nous, vraiment, la manière dont moi j'explique toujours, on a deux lignes d'affaires. On a des solutions logicielles comme Taurus Protect qui vous permettent de faire le custody et la création d'actifs numériques. Et ça, c'est des solutions informatiques
que nos clients, comme par exemple des banques, des institutions financières, utilisent. Du moment que vous voulez offrir des services en tant qu'institution financière, ça peut être du négoce, du prêt, ce genre de choses, vous aurez besoin d'un coffre numérique et autres. Et donc pour ce faire, nos clients-là, on signe avec eux un accord de licence et ils ont simplement la possibilité d'utiliser nos solutions et de déployer leurs propres produits et services. Donc ça, c'est la première ligne d'affaires. C'est une ligne d'affaires informatique classique de licensing. Puis la deuxième, c'est TDX, qui est un service financier, une place de marché, qui est exclusivement réservé à ce jour à la clientèle professionnelle. C'est aussi simple que ça. Et là, sur TDX, on peut de nouveau avoir des clients professionnels qui peuvent être des privés, et également, nos clients bancaires, souvent, sont également des participants de TDX. Les mêmes qui ont pris les solutions informatiques, ils vont se dire, ah tiens, maintenant on arrive, nous, à par exemple, offrir des services de garde pour des titres tokenisés ou bien pour des crypto-monnaies. Puis à un moment, on serait même intéressé aussi à acheter et en vendre. On a besoin d'une place de marché. Puis tiens, TDX, c'est une place de marché en plus réglementée. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Et là, ils s'onboardent chez nous. Et puis ils peuvent aussi placer des ordres d'achat ou de vente. Et on est d'accord qu'il faut que mon entreprise soit sous forme de société anonyme pour que je puisse faire cette émission. Enfin, juste pour préciser, voilà. Je ne pourrais pas juste dire j'ai une boulangerie en mon nom. Non. Donc société simple, là je ne pourrais pas parce que je n'ai pas d'action en fait, dans mon capital. Et il y a un autre problème lié à ça, c'est que suivant la forme juridique que vous avez, il y a certaines formes juridiques comme justement la raison individuelle ou même la SARL. Par exemple, au registre du commerce, c'est vraiment l'entreprise individuelle, c'est vous qui êtes inscrit dessus. Et donc, vous ne pouvez pas transférer cette action à quelqu'un d'autre parce que c'est une raison individuelle. Tandis que la société anonyme, il y a vraiment c'est pour ça qu'elle s'appelle anonyme. Il y a les détenteurs du capital qui peuvent échanger différentes choses. On n'a pas besoin de faire des notifications quand il y a un transfert d'actionnaires au registre du commerce, par exemple. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous avez fait une vente entre actionnaire A et actionnaire B, il n'y a aucune notification à faire auprès d'un organisme comme par exemple le registre du commerce. Et c'est d'ailleurs le problème, par exemple, dans l'immobilier aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens disent « Ah, mais pourquoi vous ne tokenisez pas des immeubles ?» Et par exemple, dans l'immobilier, si vous voulez on peut le tokeniser d'une certaine manière, mais si vous voulez tokeniser directement la propriété d'un immeuble, chaque fois qu'il y a une transaction, si c'est vous le propriétaire de 1/5 du bâtiment et que vous le vendez à une autre personne, vous devriez envoyer ça au registre foncier, parce que le registre foncier, il liste nommément tous les détenteurs. Et c'est là où c'est un peu embêtant, c'est que la blockchain va enregistrer la transaction, mais vous n'avez pas fini la chaîne. Il faudrait instruire le registre foncier, mais le registre foncier n'est pas connecté à la blockchain. Donc malheureusement, tout s'écroule là. Et en général, on passe par des véhicules intermédiaires pour structurer ce type de transaction. Il faut leur proposer un mandat. Après, en plus, les registres fonciers, ils varient par canton. Ah oui, donc en plus, il y a des différences cantonales aussi. Vous avez aussi beaucoup de partenaires. Quel type de partenaires vous avez ? Des partenaires, je dirais, à différents niveaux. On a des partenaires commerciaux et des clients. D'accord ? Donc ça, c'est la première catégorie. On a également des partenaires intégrateurs de nos solutions. C'est-à-dire des gens on a été sélectionnés par ceux-ci. Par exemple, je vous donne un exemple, Temenos aussi, qui est une solution de fournisseur de logiciels bancaires qui, en fait, nous a sélectionnés sur leur marketplace. Et ça permet à des clients bancaires qui aimeraient offrir des solutions des actifs numériques de dire, tiens, il y a une brique qui existe qui me permet d'activer des services dans les actifs numériques, c'est un exemple. Puis après, on a d'autres partenaires au niveau académique, recherche et sécurité. Ouais. Puis niveau IT, un partenaire que toutes les boîtes IT doivent avoir, c'est le Data Center ou Platform as a Service, parce qu'on ne va pas construire nos propres data centers. Donc on travaille avec des sociétés basées en Suisse, où les data centers sont basés en Suisse, pour héberger nos solutions. Et aussi, on travaille aussi avec ce genre de sociétés pour la veille en termes de stabilité, de sécurité. Donc pour qu'il y ait un service 24/7, s'il y a un problème, ces équipes le détectent et puis nous appellent et nous on peut agir. Et puis comme disait Seb, en termes de recherche, on travaille aussi sporadiquement avec des acteurs du milieu académique ou aussi des acteurs du milieu de la blockchain. On a fait des projets avec la fondation Ethereum, par exemple, un projet de recherche, aussi avec des gens de l'EPFL. Donc voilà, on est assez bien connectés. On s'est bien entouré. Ouais. On le voit. Puis on fait aussi la CMTA, bien sûr, où toi, tu passes un temps qu'on a mentionné auparavant, cette association qui est aussi assez importante. J'ai le titre de président du comité technique. Donc je dirige tout ce qui a vocation technique, technologique. Ils ont trouvé la bonne personne, c'est bien. J'espère pour eux. Non, mais ça montre de nouveau
le besoin de l'écosystème Oui. qui est assez important, parce qu'il faut reconnaître que c'est des problématiques des fois complexes qui combinent à la fois les aspects réglementaires, juridiques, sécurité, informatique, business. Et c'est justement en ayant ces approches, je dirais, collaboratives d'écosystème qu'on arrive à faire avancer le développement. C'est ça, c'est que je pense qu'il y a un vrai besoin crucial de solutions en termes technologiques. Et je pense que c'est toujours mieux d'avoir un acteur qui est local, qui est aussi bien renseigné, qui a vraiment tout un écosystème. C'est pour ça que je dis vraiment, dans votre business model, je pense que vraiment le mot-clé, c'est écosystème. Et c'est vraiment votre force. Oui, c'est que la taille de cet écosystème joue aussi un rôle. Et ce qui est important, c'est qu'en Suisse, donc c'est un petit peu voilà, à taille humaine. Et il y a le bon nombre, à mon avis, et la bonne diversité d'acteurs, soit sur le plan donc, du juridique ou technique. Et on n'est pas trop non plus. Et le régulateur est aussi assez ouvert et pragmatique. Donc tout ça, ça fait que ça avance relativement bien et relativement sainement. Et tout le monde arrive à s'entendre et à voir l'intérêt commun. Donc si vous voyez dans le projet dont on a parlé avant, la CNTA, il rassemble des banques qui sont éventuellement en compétition. Il rassemble Taurus, également un concurrent de Taurus dans cette association. Donc voilà, tout le monde voit l'intérêt commun à faire évoluer la maturité de l'écosystème. Et c'est d'autant plus, on est quand même, les registres distribués, on parle de décentralisation et donc d'écosystème. Donc ce serait le comble que dans ce domaine-là, on n'ait pas un minimum de collaboration et d'écosystème. Qu'on soit centralisé totalement. Voilà. Exactement. Avec tous ces beaux projets, on voit que ça roule bien, mais finalement, quels sont les challenges que vous rencontrez aujourd'hui? Je pense que, au niveau IT, je suppose qu'il y en a quand même quelques-uns, mais en général, quels sont les challenges que vous rencontrez? Alors, il y en a, les challenges. Un des challenges, c'est le recrutement pour trouver des talents, parce que vous ne trouverez personne qui a 10 ans d'expérience en blockchain, n'est-ce pas? Et parmi les gens qui sont experts en blockchain, donc il faut trouver les bons, la bonne personne, le bon match. Et comme on est aussi une société relativement jeune, on a une certaine pression à recruter, à croître, mais aussi une pression à ne pas faire d'erreur de casting. Donc on investit beaucoup pour recruter, on essaye d'avoir une bonne culture d'entreprise, on a très peu de turnover. Donc ça, c'est vraiment un challenge, le skills, le talent management. Un autre challenge, c'est technologique, c'est les blockchains. Donc c'est pas la blockchain, déjà, c'est pas la grande, l'unique, la vraie blockchain. C'est un ensemble, un écosystème de nouveau, donc plein de blockchains différents, de technologies différentes, qui fonctionnent selon des paradigmes différents, qui ont des outils différents, des types de serveurs, des façons de fonctionner différentes. Donc ça, c'est une première dimension. Et l'autre dimension, c'est que chacun ces projets blockchain a sa propre façon de fonctionner et d'évoluer au fil des releases, des nouvelles versions de leur logiciel. Donc nous, on devra mettre à jour régulièrement. Et pas dans ce cycle de vie, donc il y a des nouvelles formes des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. Il y aura éventuellement des bugs de sécurité qu'il faudra fixer. Il y a ce qu'on appelle des forks, donc où une blockchain va diverger avec deux versions de la blockchain. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Et certaines blockchains, les blockchains, ce n'est pas des associations régulées, réglementées FINMA, avec des process de change management. C'est souvent assez freestyle, parfois. Donc, il y a pas mal d'efforts, souvent, pour déchiffrer la documentation, comprendre comment ça fonctionne. Et nos ingénieurs sont très, très bons pour ça, mais c'est un effort non négligeable. L'autre aussi défi qu'on a en plus, c'est la réglementation. Parce qu'on en a parlé, en particulier, par exemple, dans le domaine des titres tokenisés. Hein. Parce qu'on a dit la réglementation suisse est supportive, mais ce n'est pas le cas dans chaque pays. Donc on voit aussi, il y a des accélérateurs pour nous, les opportunités de marché, elles sont fortement corrélées. Est-ce que la réglementation locale du pays X est supportive, même pour des crypto-monnaies, des actifs tokenisés? Et donc ça, nous aussi, on contribue activement. Alors, on ne peut pas dans tous les pays, on est beaucoup trop petits, hein. On essaie de travailler main dans la main avec nos clients bancaires et autres qui eux-mêmes ont des ramifications dans différents pays pour contribuer à ces cas de figure. Ouais, c'est un peu d'évangéliser les best practices, comme on dit, donc, que ce soit en termes process, en termes technologiques, parce que vous arrivez dans un nouveau pays, ils disent « Ah, on doit faire, je sais pas, une policy, une règle de sécurité pour la blockchain. » Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une solution de dépôt sûr? Quel standard s'applique? Ah bah zut, il n'y a pas de standard, donc il faut faire nos règles. Sur quoi on se base? Ah bah tiens, on va regarder ce que les Suisses font.
vu que ils font ça depuis plusieurs années. Mais là, c'est vrai, c'est un bon point ce que tu dis. C'est la chance qu'on a aussi, c'est que la Suisse, dans ce domaine-là, elle est une des nations de pointe aujourd'hui. C'est petit mais costaud. C'est petit mais costaud. Et là, justement, c'est pour ça aussi qu'on a la chance d'être au bon endroit, je dirais, pour l'instant. Il y a à la fois la compétence financière, il y a un fort historique dans la finance, il y a l'ingénierie, les talents, compétences en cybersécurité et autres, blockchain, enfin dans la limite des contraintes disponibles, mais qui est aussi là. Et puis troisièmement, on a en plus un environnement politique supportif, à la fois au niveau fédéral, cantonal, qui a amené entre autres à la mise en place d'un cadre réglementaire totalement supportif, qui nous a permis déjà, et si tous ces éléments sont là, c'est ça qui a expliqué que les premiers clients bancaires, les premières banques dans le monde, qui ont commencé à offrir des services dans ce domaine, elles étaient basées en Suisse. Et c'est nos clients. Donc nous, on a pu capturer toute une expertise derrière. Et on voit que maintenant, quand il y a d'autres pays qui veulent faire ça, certains regardent entre autres comment la Suisse a fait ça. C'est beaucoup plus long, que ce soit aux États-Unis ou dans l'Union européenne, il y a des process à suivre et inévitablement, ça prend du temps. Je pense que le quatrième aspect qu'on peut ajouter à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la formation avec le PFL, le PFZ, dont vous venez, les deux. C'est vrai que ça aussi, je pense que c'est un bon aspect et ça permet aussi de consolider et d'accélérer tout ce processus-là. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Vous parlez justement des différents pays avec les différentes réglementations. Est-ce qu'il y a des pays par expérience où c'est plus facile que d'autres Oui, c'est au cas par cas. Ouais. Chaque pays est totalement différent. Mm-hmm. Donc il y a vraiment, les choses avancent. Puis c'est pas la même chose en ce que, par exemple, les crypto-monnaies versus les actifs tokenisés. Donc il y a des pays où même, par exemple, les crypto-monnaies sont totalement non autorisées. Ouais. Donc on n'aura jamais de clients là-bas. Il y a des pays où... donc il y a vraiment, par exemple en Europe, mais les choses bougent très vite. C'est ça qui est très intéressant. L'Europe est aussi assez intéressante parce qu'il y a aussi un marché unique, il y a quand même des règles au niveau de la Commission européenne qui sont mises en place, qui des fois percolent dans les différents pays membres. Tout au départ de Taurus, on s'est focalisé sur la Suisse. Maintenant, on est en croissance. On a gagné nos premiers mandats maintenant, par exemple en France, en Allemagne, en Espagne, donc différents pays. Et c'est simplement aussi parce que ces pays bougent et ont reconnu la valeur de la technologie blockchain. Puis il y a même des cas, même en Suisse, donc après chaque organisation a ses propres règles. Il y a certaines banques qui souhaitent gérer des actifs tokenisés, donc des actifs réglementés tokenisés, mais qui n'ont pas le droit dans l'organisation de gérer des crypto-monnaies. Ce qui parfois donne lieu à des situations assez cocasses, parce que si vous voulez gérer des actifs tokenisés, vous devez utiliser une blockchain et donc payer le coût d'utilisation, donc ce qu'on appelle le gaz, qui en soit une crypto-monnaie. Donc comment vous faites? Vous n'avez pas le droit d'utiliser une crypto-monnaie pour dépenser des crypto-monnaies. Voilà. Mais on trouve des solutions. C'est vrai que c'est une sacrée problématique qui ne pourrait pas payer finalement le fournisseur de la blockchain. Voilà. C'est ça, ouais. Et dans ces cas-là, on fait comment? Donc il y a des mécanismes qui permettent de faire en sorte que si vous émettez une transaction, le prix de cette transaction sera sera chargé à une autre adresse. D'accord. Donc, vous pouvez imaginer un cas où le client fait cette transaction et en fait, c'est payé par une adresse détenue par Taurus, contrôlée par Taurus, et du coup, c'est Taurus qui paye et puis ça s'arrange avec le client autrement. D'accord, ouais. Okay. Comme un intermédiaire pour cette partie-là. Ouais. Et aujourd'hui, quels sont les objectifs futurs pour Taurus? Dominer le monde. Comment? Ça, on l'avait bien compris avec la... Comment? Bon. Les objectifs d'une startup, la définition d'une startup, c'est une société à forte croissance et au potentiel d'innovation. Donc, c'est continuer à innover, continuer à grandir. Et donc, comment ça se traduit pour nous? Donc, ça se traduit par une expansion en termes d'offres et en termes de régions, aller plus au-delà de notre continent, et continuer à innover, à suivre, mais pas non plus aveuglément, les innovations. Et là, c'est tout l'art d'une société de savoir dans quelle chose se lancer ou ne pas se lancer. Parce que si on se lance dans toutes les choses à la mode, on fait du métaverse quantique avec la fusion nucléaire, et les gens du marketing seront très contents, et certains clients seront très contents, mais on perdra beaucoup de temps et d'argent. Donc voilà, il faut trouver vraiment la voie où il y a du potentiel. Donc ce qu'on appelle Web3, faire un petit peu trier le grain de livret, tout en restant fidèle à notre culture, à ce qu'a fait notre succès dès le départ, et continuer à grandir et à recruter des gens en Suisse et ailleurs. C'est vrai que ça, c'est un point important. On est, comme a dit JP, on est une fintech. Et pour nous, l'expertise et l'ingénierie, elle est essentielle. Aujourd'hui, 70% des employés de Taurus sont des ingénieurs, des spécialistes en cybersécurité, des docteurs en cryptographie, des docteurs en systèmes distribués. Donc ça, c'est le cœur de notre métier. Et comme on est dans la high-tech, ça bouge très vite.
Et donc, on doit continuer à investir massivement dans faire évoluer nos produits. Taurus Protect, il y a 2 ans, ça n'a rien à voir avec Taurus Protect aujourd'hui. Et probablement dans 2 ou 3 ans, ce sera encore totalement différent. Donc, nous, on reconnaît que on continue à investir là-dedans. C'est pour ça qu'on continue de recruter massivement dans l'ingénierie de pointe pour faire évoluer nos produits et services. Et en même temps, comme on est dans un domaine qui se globalise par définition et que c'est un domaine en croissance, on voit que on a une internalisation de la compétition et ce genre de choses. Donc, c'est notre mission à nous de s'assurer qu'on offre en tout moment à nos clients les meilleures solutions et de continuer à investir. Je ne sais pas si c'est des elephant in the room, mais j'anticipe la question. Oui, mais JP, avec FTX, la baisse des crypto-marchés, n'est-ce pas un problème pour vous? La réponse, moi, toujours, c'est qu'on voit très peu de différence en termes d'intérêt pour notre produit par rapport au prix du Bitcoin. Parce que, comme disait Seb, nous, le endgame, c'est numérisation de la finance. C'est pas opportunisme sur des marchés crypto-volatiles non régulés. Donc, le fait qu'il y ait un peu ce nettoyage, même cette crise générale qui impacte les marchés crypto, bon, c'est le cliché, c'est dans toute crise une opportunité. Mais là, c'est très vrai parce que ça permet d'éliminer plein de use cases, plein de choses qui n'ont pas de maturité, qui n'ont pas d'impact sociétal réel, au profit des choses qui en ont et qui apportent vraiment de la valeur réelle aux banques et aux pays. Donc, nous, on n'est pas du tout inquiets que le prix du Bitcoin ne soit pas ce qu'il était il y a quelques années ou quelques mois, parce que quand on fait de la tokenisation d'actifs, on est presque content que le prix de Bitcoin ait été baisse parce que ça veut dire qu'on paye moins de gaz. Donc voilà, il y a du positif dans toute situation. Avant de clôturer cette partie, dans votre domaine, donc, quelles sont les nouveautés? Bien évidemment, au niveau technique, il y a beaucoup de choses qui se passent, comme vous l'avez évoqué, ça bouge constamment, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres nouveautés au niveau légal, concurrentiel, économique ou autre, qui vous obligent aussi à être attentif sur certains aspects plus que d'autres, à part le technique, bien évidemment, parce que ça fait partie de votre quotidien? D'un point de vue déjà légal, oui. Il y a tout le temps des nouveautés. Ça, c'est le métier même des financiers. Il y a des nouvelles réglementations qui arrivent à tout moment. Par exemple, en Europe, il y a ce qu'on appelle le DLT régime, qui est un régime intermédiaire qui va régir en fait la manière dont les gens peuvent utiliser la technologie des registres distribués. Ça va impacter la manière dont les sociétés d'investissement et les banques peuvent offrir des services financiers en lien avec la DLT. Donc nous, on suit tout ça. C'est très important. Parce qu'en même temps, comme l'a dit JP, ça peut être des opportunités. C'est que quand le cadre réglementaire se clarifie, potentiellement des acteurs rentrent dans le domaine. C'est continu. Après, il y a aussi de l'innovation et beaucoup de choses qui changent. C'est ce qu'on a vu aussi dans le cas de la CMTA. C'est au niveau des produits et services. C'est que les cas de use case dans la tokenisation, qui est comme un des cœurs de notre métier, on s'est focalisé d'abord sur des instruments financiers très simples, comme par exemple les actions. Tout le monde comprend une action. Mais il y a plein d'autres instruments financiers. Il y a typiquement là des produits structurés. On peut tokeniser de l'art. On peut tokeniser des convertibles, on peut tokeniser d'autres types d'instruments. Donc, véritablement, aussi, l'innovation, elle continue. C'est vraiment d'élargir aussi ce spectre de solutions et de produits pour avoir justement donné la possibilité à nos clients de créer ce qu'eux, ils veulent. Et une autre chose dont on entend souvent parler, c'est ce qu'on appelle donc les CBDC, pour Central Bank Digital Currency, qui serait une monnaie stable, mais émises et contrôlées par une banque centrale, mais de leur nature, de leur fonctionnement, qui sont parfois sensibles à certaines manipulations, comme on a pu le voir avec Terra Luna, où c'était un désastre, quoi. Et c'est encore un euphémisme. La différence avec un CBDC, c'est que ce serait donc contrôlé par une banque centrale, et on éviterait tous les problèmes qu'il peut y avoir avec des stablecoins ad hoc. Donc il y a d'autres challenges, il y a d'autres questions en termes de contrôle et de gouvernance, mais c'est quelque chose qui permettrait, par exemple, de régler le problème de DVP dont on parlait avant, plus simplement, du moins en termes techniques.